Nous sommes donc sur le retour, pas sur le retour, nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 11 janvier 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et je vous remercie d'être avec nous ce matin pour cette première de cette nouvelle émission, cette nouvelle rubrique qui s'intitule Les Essentiels de Cédric Leboussy avec Cédric Leboussy. Bonjour Cédric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Cédric d'être avec nous ce matin. Donc cette nouvelle rubrique a pour vocation d'expliquer très clairement à nos auditeurs, à nos téléspectateurs des faits d'actualité sur lesquels ils pourraient se poser des questions. Et aujourd'hui, on a décidé de commencer avec le Qatargate. Le Qatargate qui est ce scandale qui a secoué le Parlement européen il y a à peu près un mois suite à des soupçons, puisque maintenant il va falloir qu'il y ait un jugement, mais des soupçons de corruption de la part du Qatar et peut-être d'un autre pays, le Maroc, à l'encontre de la députée, notamment la députée grecque, et de son entourage. Cédric, selon vous, ce Qatargate, est-ce que c'est un simple incident isolé ou bien une lame de fond ? Pour moi, c'est un simple incident isolé. Mais ce qui montre que le Parlement européen n'est pas exclu de la corruption. Très clair, merci. Alors effectivement, c'est probablement un acte isolé, peut-être pas une lame de fond, mais ceci étant, est-ce que vous êtes étonné par l'ampleur de cette affaire ? Non, je suis pas étonné de l'ampleur de l'affaire. Je suis pas étonné sur le plan médiatique, mais je suis surpris sur le plan politique que certains acteurs politiques, notamment en France, essaient d'interpréter mal cette affaire en disant oui, finalement, c'est la gauche parce que la vice-présidente du Parlement européen est issue du Parti socialiste grec et on penche un peu plus tôt en disant que c'est la gauche qui est moralisatrice et pourtant, on le sait bien, le Parlement européen en pleine construction, il s'améliore au fur et à mesure des années. On l'a vu par exemple avec le système des lobbies, autrefois il n'existait pas, il a fallu attendre des années pour qu'il puisse exister. Aujourd'hui, c'est très clair au sein des instances européennes. Sur la position des lobbies. Donc, non, je suis, je suis surpris de la réaction des politiques françaises, en fait, européennes, en fait. Alors, effectivement, quand on interroge les Français dans la rue, qu'on leur fait part de ce scandale, qui n'est pas forcément, tous ne sont pas déjà au fait d'une part du rôle réel du Parlement européen, ensuite des textes qu'ils votent, etc. Du coup, quand même, les Français se posent la question de savoir si, finalement, est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait que, potentiellement, toutes les prises de position des parlementaires européens sont truquées ? Elles ne sont pas truquées, comme je vous le disais bien avant, elles ne sont pas truquées. Il faut savoir que au Parlement européen, il existe des lobbies qui sont là et c'est très clair. Il y a des cas, en fait, si vous voulez, il y a toute une procédure pour l'approche des lobbies envers les politiques. Ce qui est dangereux ici, c'est la corruption. Oui, c'est normal que les citoyens européens soient surpris et qu'ils ont un regard un peu négatif sur cette affaire, mais parce que simplement les citoyens européens ne se sentent pas très proches des élus européens. Je rappelle quand même qu'il y a 705 élus européens, ce qui représente 300 millions d'électeurs. Donc c'est très important. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est de revoir en fait l'élection des députés européens. Alors effectivement, on verra ça en toute fin de partie sur ce Qatargate. Juste avant de voir effectivement avec vous quelles seraient les solutions qui pourraient être apportées suite à ce scandale, est-ce que, selon vous, d'autres institutions européennes pourraient être concernées ? Je pense notamment à la Commission européenne, voire éventuellement l'Office européen des brevets. On peut aller très loin là-dessus. Oui, Louis-Antoine, d'autres institutions européennes pourraient être concernées. On l'a vu, par exemple, pendant la gestion de la crise sanitaire, notamment les contrats sur les vaccins. Il y a beaucoup d'interrogations sur les contrats sur les vaccins. Et en France, on a vu Marine Le Pen et d'autres acteurs et politiques souligner. Donc, oui, d'autres institutions européennes pourraient être touchées. Ok, très clair. En filigrane, pour reprendre ce que vous disiez à l'instant, vous dites qu'en fait, globalement, une des solutions, au-delà de renforcer le contrôle Athènes, de revoir les règles de cadeaux, les règles d'échange entre membres du Parlement et pays tiers, en fait, tout simplement, selon vous, est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer les élections européennes ? Il faut peut-être pas supprimer les élections européennes, mais revoir la manière dont les élus européens la manière dont on choisit nos élus européens. Moi, comme je vous disais hier, je serais pour que
les députés nationaux deviennent automatiquement des élus européens. Maintenant, il faut voir est-ce que la juridiction, est-ce que les tests européens permettent de le faire? Est-ce que les tests européens ou bien notre constitution permet de le faire? Je serais pour qu'on revoie la manière dont on élit les élus européens. Mais donc globalement, vous nous dites qu'il faut supprimer les élections européennes et que les élections législatives françaises, les candidats aux élections législatives françaises soient également candidats aux élections européennes, en fait. Européennes, oui. Oui. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas Cédric d'être venu pour nous sur ce scandale du Qatargate qui n'en est qu'à ses débuts. De toute façon, l'avenir, ce Qatargate est encore en suspens. Lui entend, vous me permettez, parce qu'il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que ce qui se joue, c'est les enjeux, c'est la confiance des gens dans les institutions européennes. Exactement. Et cette confiance exige un haut niveau d'indépendance et d'intégrité. Exactement. Exactement. Surtout à un moment où justement la société est défiante à l'égard de sa classe dirigeante, de sa classe politique. Et donc recouvrer de la confiance est évidemment extrêmement important à l'heure actuelle. Cédric, le Nigeria en février, le Sierra Leone en juin, le Libéria en octobre, le Madagascar en novembre, la République démocratique du Congo en décembre et le Gabon au second semestre, tous ces pays sont concernés par une seule chose, c'est des échéances électorales présidentielles au cours de l'année 2023. Du coup, 2023 est effectivement une année chargée en élections présidentielles, mais est-ce qu'il y a de réels enjeux à ces élections présidentielles ou bien est-ce que ce sont de simples mirages démocratiques ? Alors, en ce qui concerne les élections africaines, notamment de la politique africaine, c'est un enjeu qui se joue là, lui, Antoine. C'est un enjeu car l'Afrique, comme à l'instar du reste du monde, n'est pas épargnée à la montée en puissance des mouvements nationalistes. Et les mouvements nationalistes en Afrique aujourd'hui se traduisent par un vague des mouvements panafricanistes. Donc, c'est un enjeu important. Effectivement, on va revenir sur cette notion de panafricanisme qui n'est pas forcément entendue et compréhensible par tout le monde. Juste avant, vous dites que finalement le panafricanisme, la démocratie, donc en fait vous nous dites que c'est pas juste, qu'il y a de réels enjeux démocratiques finalement à ces élections. Pourtant, depuis au cours de l'année de l'exercice 2022, j'allais dire au cours de l'année 2022, on a assisté à bon nombre de coups d'État. Je pense au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, à la Guinée. Et donc d'un côté, on a des coups d'État récurrents. De l'autre, on a cette tentation du troisième mandat. Vous allez nous expliquer ce que c'est que cette tentation du troisième mandat. Mais est-ce que finalement, est-ce que l'on peut, donc selon vous, on doit comprendre que ces coups d'État et ces tentations de troisième mandat ne sont que des épiphénomènes sur la route de la démocratie en Afrique? Oui, c'est des épiphénomènes, lui Antoine, parce qu'il faut comprendre, vous parlez du coup d'État du Burkina Faso, mais avant le coup d'État du Burkina Faso, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un président là qui était au Burkina Faso, qui était longtemps, je ne parle pas du dernier coup d'État, mais l'avant, en fait, parce qu'il faut comprendre que la population burkinabé est descendue dans la rue sans le Parlement. Ils ont, un peu comme la crise des Gilets jaunes qu'on a eue en France, et le président est parti. Et derrière, lors du départ du président, il s'est succédé, en fait, depuis le départ de l'ancien président du Burkina Faso, il s'est succédé, en fait, des perturbations. On vit une instabilité politique. Et ces perturbations qui fait partie dont les coups d'État en font partie, ils viennent là. En fait, si vous voulez, c'est des phénomènes qui répondent un peu aux besoins de la population. Cette population africaine, quand on regarde un peu tous les pays d'Afrique, les populations sont très jeunes. Elles ne comprennent pas, en fait, si vous voulez, l'approche des dirigeants politiques. Ok, très clair. Donc cette multiplication des coups d'État n'est pas un frein à la démocratie en Afrique. Hier, quand on préparait votre interview, vous avez fait référence à la société civile. Vous avez dit que finalement, malgré tout, en fait, ce qu'il faut retenir de ces échéances électorales, c'est surtout l'entre-deux. C'est-à-dire que finalement, entre deux échéances électorales présidentielles, eh bien en fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire que malgré le fait que l'opposition existe dans ces pays, eh bien on ne l'entend pas. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème structurel? C'est-à-dire que finalement, en Afrique, il n'y a pas de corps intermédiaire. Oui, pour moi, c'est un problème structurel. Mais dans ce problème structurel, vous avez beaucoup de facteurs. Vous avez des facteurs exogènes et vous avez des facteurs endogènes. Et souvent, les facteurs endogènes, c'est-à-dire en interne, c'est l'absence des corps intermédiaires. C'est surtout, c'est que l'opposition se fixe
comme défi que des élections présidentielles. Donc, elle oublie en fait qu'il y a des élections intermédiaires qui arrivent. Et donc, souvent, à l'approche des grandes élections, notamment les élections présidentielles, on a une presse qui est là, qui est vivante, on a l'opposition qui crie, qui est sur tous les plateaux télé, que ce soit en Europe ou en Afrique. Et après ça, on n'a plus rien. Et ça, c'est au niveau politique. Et puis, au niveau de la société, comme je vous disais hier, il n'y a pas de corps intermédiaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas des structures indépendantes qui ne font pas forcément de la politique. Ça peut être des associations, loi 1901 ou autre chose, qui sont là pour mettre la pression aux dirigeants. Jadis, les seules structures que l'on avait, c'est les ONG, les organisations non gouvernementales, ou les religieux. Donc, les religieux, il faut comprendre que les religieux jouent un rôle très, très important dans beaucoup de pays africains. On l'a vu notamment en République démocratique du Congo, quand on avait M. Kabila qui était là longtemps au pouvoir et qui à un moment voulait changer la constitution pour pouvoir se représenter. À un moment, l'Église catholique s'est exprimée là-dessus et on a vu beaucoup d'acteurs religieux s'exprimer. Et c'est les seuls, en fait, si vous voulez, c'est les seuls corps intermédiaires, entre guillemets, parce que c'est vraiment pas des corps, pour moi, c'est pas des corps intermédiaires qui existent encore aujourd'hui en Afrique. Mais comme on a le mouvement panafricaniste qui est là, les ONG n'osent plus trop prendre un peu la parole, n'osent plus trop s'impliquer dans les affaires politiques. Ok, très clair. Vous faites référence au panafricanisme, vous dites que c'est l'enjeu finalement derrière toutes ces échéances électorales présidentielles. Rapidement, c'est quoi le panafricanisme, Cédric? Ben, écoutez, le panafricanisme, c'est une doctrine en fait qui essaie de joindre l'unité africaine dans son ensemble, c'est-à-dire que sur le plan économique, social et politique. Donc cette doctrine-là, en fait, qui revendique, en fait, si vous voulez, une prise de conscience des anciennes colonies face à l'impérialiste, une prise de conscience des pays face à l'impérialiste, en fait. Et donc, cette prise de conscience, elle revendique en fait, je ne veux pas dire de l'indépendance, elle revendique en fait une forme de souveraineté culturelle, politique et économique, en fait. C'est la petite définition que je pourrais vous donner du panafricanisme. Ok, très clair. Juste une question que je vous avais pas préparée avec vous, mais vous parlez finalement d'indépendance de l'Afrique d'une certaine façon, de sortir de ce colonialisme, de cet impérialisme. L'Afrique et je dirais l'Afrique aujourd'hui fait face à l'entrée d'investisseurs chinois, l'entrée d'investisseurs russes. En vue de ces élections présidentielles, le président américain Joe Biden a reçu les 6 présidents de ces pays concernés par ces échéances électorales et leur a promis 75 milliards de dollars d'aide sur 3 ans. Est-ce qu'on en sort finalement de cet impérialisme? Est-ce qu'on est capable, est-ce que l'Afrique est capable de s'en sortir? Et auquel cas, est-ce qu'on ne peut pas parler de nouveaux paradigmes pour le panafricanisme en conséquence? Bon, elle est difficile votre question, lui Antoine. L'Afrique, est-ce qu'elle est capable? Oui, l'Afrique est capable de sortir du panafricanisme, mais ça va être vraiment du panafricanisme. Oula, elle est capable de sortir en fait, si vous voulez, de ce paternaliste entre l'Europe ou l'Amérique envers elle. Mais ça va être un long chemin. Regardez, là, on a un président américain, Joe Biden, qui reçoit des dirigeants qui vont se présenter aux élections. Je vous pose la question, quel symbole s'envoie par rapport à l'opposition? Qu'est-ce que l'opposition, bien les populations africaines, notamment les jeunes, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans les populations africaines, vous avez beaucoup de gens qui sont binationaux. C'est-à-dire que vous avez des jeunes Africains qui sont français, des jeunes Africains qui sont américains, des jeunes Africains qui sont britanniques, qui sont installés en Afrique. Donc, ils deviennent en fait un segment très, très important. Quel signal ça envoie quand vous avez un président américain qui reçoit des candidats potentiels aux élections et qui dit, on va s'occuper, on va regarder comment vous aurez, sachant que c'est ces mêmes candidats qui organisent les élections présidentielles, qu'ils reçoivent les communautés, les acteurs politiques africains lors d'une grande, si vous voulez, une grande messe entre les États-Unis et l'Afrique, comme on a les rencontres Europe-Afrique ou Russie-Afrique, Asie-Afrique, oui, c'est une chose. Mais qui reçoit que des candidats qui vont se présenter ou des potentiels candidats aux élections,
ça fait pas bon signe, en fait, lui, Antoine. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut dans ces cas-là, si on en revient à la notion de panafricanisme, et ce sera ma dernière question, est-ce que, Cédric, on peut parler d'anciens, de vieux panafricanisme basé sur la haine de l'autre, de l'étranger, et ce nouveau panafricanisme qui serait basé sur les idées, justement? Oui, lui, Antoine, on peut parler du vieux panafricanisme et le nouveau. Le nouveau, je reste plutôt sur le nouveau panafricanisme, et c'est ça même qui cause un problème entre les anciennes, les anciens et les jeunes, c'est-à-dire entre cette vieille classe politique où on a des gens qui ont été aux affaires, qui ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans aux affaires, et des jeunes aujourd'hui qui vivent, qui voyagent, et surtout avec l'arrivée du digital, qui observent, qui veulent que les choses changent, qui ne veulent pas qu'on regarde l'Afrique comme étant celle qui a toujours dans le besoin, non, qui veut une Afrique inclus. Et donc, quand on parle d'inclusion ici, on ne parle pas de mépris envers l'Europe, on ne parle pas de mépris envers l'Asie, on parle de travailler ensemble. Et oui, je vous rejoins par rapport à votre observation. Oui, elle est juste. Aujourd'hui, le panafricanisme, que je dirais positif, en fait, il existe, et même s'il reste une minorité. Parce que quand on entend, quand on regarde ce qui se passe, quand on écoute les différents acteurs qui se revendiquent panafricanistes, ils sont très, moi je dirais même qu'ils sont proches des nationalistes européens, ils sont proches des nationalistes européens que le panafricanisme positif. D'accord, donc en fait, ouais, voilà, donc excusez-moi, on est pressé par le temps, du coup, bon, cette conversation est passionnante et j'aurais bien aimé la poursuivre. Du coup, il faut bien distinguer, en fait, pour vous, le panafricanisme ancien était une forme de racisme, d'une certaine façon, et le panafricanisme nouveau est une ouverture sur autrui, mais avec un besoin quand même d'endogamie peut-être nécessaire. Ah, oui, avec une aspiration de la Avec souveraineté, une aspiration de la souveraineté. de la souveraineté, comme ça se passe partout dans le monde actuellement. Ça se passe partout dans le monde. Très bien, merci beaucoup Cédric Leboussi d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes fondateur du site internet vuedailleurs.com et que ce rendez-vous sera hebdomadaire. Merci beaucoup Cédric Leboussi d'avoir été avec nous pour ces essentiels de Cédric Leboussi. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour notre point bourse. À tout de suite sur T Finance.